Lorsqu'on parle du Congo-Brazzaville, c'est aussi la corruption généralisée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les détournements massifs des deniers publics, instrumentalisation de la justice. Le Congo-Brazzaville a des prisonniers politiques, il faut le rappeler. C'est le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa, tous deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Mais il y a aussi des jeunes dont on ne parle pas assez, les jeunes qui avaient été arrêtés en 2015, bien sûr, pour des raisons d'opinion. Malgré tout ce climat morose, le gouvernement congolais, donc par son ministre Anatole Koliné Makosso, vous avez semblé déjà aborder la question, faisait savoir ou a fait savoir travailler pour, bien sûr, la pérennisation de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Il parlait des élections de 2026, donc les élections présidentielles à venir. Que vous inspire un tel comportement politique? C'est la même logique, Christian Perrin, de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, mais le pouvoir le pouvoir pour s'enrichir, le pouvoir pour la gestion clanique, le pouvoir pour les détournements de fonds, l'enrichissement au détriment de la population. Et ça, c'est ce qui a créé les mécontentements, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Gabon. C'est pourquoi tout à l'heure, on disait, et d'ailleurs dans le commun des Congolais ou le commun des Africains de l'Afrique centrale disent, c'est déjà arrivé en Afrique centrale, ça doit arriver au Congo, ça doit arriver en Guinée, ça doit arriver au Cameroun. C'est ce que le commun des Congolais dit. Bon, ce n'est pas par hasard, comme je l'ai dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il est légitime, il est juste que les gens pensent que le Congo ne peut pas échapper à ce mouvement. Ça finira par arriver. C'est un mouvement, on peut dire, inexorablement irréversible. C'est-à-dire, on est arrivé à une fin de cycle des régimes despotiques, des régimes autocratiques et des régimes qui se veulent dynastiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur TLR TV, un média alternatif au service de la liberté d'expression. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Anyangoy, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour Jean-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bonjour Christian Perrin, oui, je me porte bien et je suis très content de me retrouver une fois de plus avec toi sur le plateau de TLR TV pour développer ou décrypter l'activité nationale et internationale. Voilà au centre de notre échange le vent qui souffle en Afrique noire francophone depuis l'Afrique de l'Ouest et désormais en Afrique centrale. Pour une certaine communauté, ce sont les coups d'État qu'il faut absolument condamner. Dans tous les cas, une question s'impose sur ce que c'est réellement un coup d'État face à des régimes mal élus qui instrumentalisent parfois la justice pour traquer leurs opposants, les jeter en prison quand ces derniers ne sont pas physiquement éliminés. Des régimes qui se livrent au détournement massif des deniers publics. Nous l'avons encore vu dernièrement dans le cas du Gabon, bien entendu, plongeant ainsi leur population dans une misère indescriptible au point de leur ôter le peu de dignité qui leur reste. Des régimes qui poussent parfois le bouchon beaucoup trop loin en violant les constitutions pour se maintenir à vie, au pouvoir, au prix du sang, bien entendu. Alors, quelle analyse vous inspire d'abord, de manière globale, la recrudescence des renversements des régimes en Afrique noire francophone? Oui, merci Christian. Je ne vais pas peut-être m'hasarder à définir ce que c'est que les coups d'État. Bon, depuis la jeunesse, on a entendu ce mot dans nos pays, il y a eu des coups d'État et c'était souvent un groupe de militaires qui, on pourrait dire comme des conspirateurs, s'organisaient pour
arracher le pouvoir des régimes en place, parfois élus ou même pas élus, eux-mêmes issus aussi de coups d'État. Donc, en ce moment-là, le coup d'État, on peut dire de manière classique, c'est la prise de pouvoir par un groupe d'individus, généralement des militaires, par les moyens de la force. Bon. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul et l'analyse des différents coups d'État qu'on connaît, et surtout la vague des coups d'État qui secouent l'Afrique, notamment l'Afrique occidentale en particulier, et maintenant qui vient d'atteindre l'Afrique centrale, on peut maintenant quand même commencer à nuancer les choses. Parce que, comme je disais, quand il y avait des coups d'État classiques tels qu'on les a connus par le passé, c'était rare de voir des populations se lever pour applaudir les auteurs des coups d'État ou des putschs. Or, c'est maintenant qu'on découvre ce phénomène. Et même lorsque les populations n'acclamaient pas par le passé les coups d'État, on a connu quelques cas de coups d'État qui, même si au départ n'avaient pas été applaudis par les peuples, mais avec le temps, les auteurs de ces putschs ont réalisé des changements, opéré des changements dans leur pays qui ont finalement requis l'assentiment ou l'adhésion des populations. Je veux faire allusion au cas du Ghana avec Jerry Rawlings, le cas du Mali avec ATT, qui étaient effectivement des coups d'État, on pourrait dire classiques, mais qui, après, ont créé les conditions pour que leur pays entre dans la démocratie aujourd'hui. Depuis Jerry Rawlings jusqu'à aujourd'hui, le Ghana est rentré dans l'ère de la démocratie. Bon, Oui, mais aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure des populations qui soutiennent des coups d'État. Qu'est-ce qui peut expliquer ce ralliement des populations à ces coups d'État? ben, j'en arrive, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on devrait reconsidérer ce concept de coup d'État, surtout lorsque celui-ci est accueilli avec joie, avec soulagement, avec allégresse par les populations. D'ailleurs, les populations elles-mêmes crient que c'est la libération. Alors, ça veut dire quelque part, on se libère d'un joug, on se libère d'un régime qui opprime la population. Et en ce moment-là, est-ce que le coup d'État garde la même caractéristique négative ou péjorative qu'il a eu par le passé? Alors, donc, ce qui arrive aujourd'hui, si on prend le cas d'abord du Mali et du Burkina, on peut constater que dans ces deux pays, à la base, il y a d'abord des régimes élus, donc on pourrait dire des régimes démocratiques, bien ou mal élus, mais des régimes élus. Mais à côté, il y a eu un problème qui d'ailleurs persiste, le problème d'insécurité, les djihadistes, les terroristes qui écument les pays. Et les pouvoirs en place ont été incapables de juguler cette insécurité, malgré même l'assistance internationale. À côté de cela, il y a eu aussi les faits de la mauvaise gouvernance. Parce que qui dit gouvernement élu ne veut pas dire forcément bonne gouvernance, même si, depuis la conférence de Bâle, on nous avait induit l'idée que démocratie égale bonne gouvernance. Mais la preuve, la pratique aujourd'hui nous a révélé que des gouvernements issus des élections n'ont pas été des modèles dans la gouvernance. Et donc, ces deux facteurs conjugués, l'incapacité à juguler la sécurité, l'insécurité, la mauvaise gouvernance, ont amené d'abord les peuples, dans le cas du Mali, à se soulever, à se mobiliser pour dire non et à vouloir changer le régime issu d'une élection.
Et chemin faisant, les militaires les ont accompagnés. Bon, comment appeler cela un coup d'État alors que Et c'était... c'est là tout le problème, parce que finalement, lorsque les pouvoirs sont renversés par les militaires, bon, on dit bien le coup d'État, mais après on se pose la question de savoir si les militaires ne sont pas des citoyens à part entière de ces pays-là ou voilà, de ces sociétés. Bien sûr que les militaires sont des citoyens à part entière et en plus, leur mission en tant qu'armée régalienne ou armée républicaine, c'est aussi garantir la sécurité de l'État, la continuité de l'État, mais surtout pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est aussi qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Mais l'ordre peut être perturbé par une mauvaise gouvernance. Et en ce moment-là, si ceux qui sont responsables de la mauvaise gouvernance ne permettent pas au peuple de les renverser par des voies démocratiques. Parce qu'on a vu aussi cet autre phénomène, ceux qui sont élus ne sont pas dans l'ensemble généralement bien élus. Et lorsqu'ils sont élus, peut-être bien élus pour la première fois, après ils s'arrangent pour se faire réélire, réélire, réélire en trichant, en modifiant les règles du jeu. En ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme mesure, comme alternative pour les changer et mettre de nouvelles personnes dont le peuple a besoin? Je crois que c'est pourquoi aujourd'hui, le concept de coup d'État mérite d'être apprécié selon les circonstances et les conséquences qui en résultent, les causes et les conséquences qui en résultent. Ensuite, les résultats. Bon, ceci étant dit, je voudrais maintenant voir le cas de la Guinée et du Gabon sont aussi assez similaires. Parce que là, il n'y a pas eu de problème d'insécurité. Mais il y a eu, en Guinée, le cas d'un président qui a été d'abord dans l'opposition pendant plusieurs années, qui est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais qui, après avoir accompli ses 2 mandats prescrits par la loi, a manœuvré pour modifier la loi aux fins de briguer un 3e et peut-être un 4e ou un 5e mandat. Et ça aussi, c'est un autre concept qui est en train de se développer, que jusque-là, ça passait comme inaperçu. C'est les coups d'État constitutionnels ou des coups d'État électoraux. Et là, dans le cas de la Guinée, les populations se sont levées, se sont mobilisées pendant des jours et des jours, et au prix de sacrifier même des vies, pour dire à Alpha Condé qu'il n'avait pas le droit de modifier la Constitution, qu'il n'avait pas le droit de briguer un 3e mandat, mais on n'a pas vu ni la communauté internationale, ni les organisations régionales et sous-régionales, en l'occurrence l'Union africaine et la CEDEAO, venir appuyer les populations pour ramener Alpha Condé à l'ordre. Et là, ce sont les militaires qui l'ont fait en appuyant le peuple. Et le peuple a accueilli ce 3e coup d'État en saluant les militaires. Alors, Évidemment, lorsque vous parlez de la répression, on peut faire des comparaisons, même si comparaison n'est pas raison. Ça s'est passé aussi au Gabon, je crois, la dernière élection d'Ali Bongo, où il y a eu la répression sauvage, sanglante, il y a eu des morts. Et en Guinée également, vous venez de le rappeler, au Congo-Brazzaville, c'est pareil. À ce niveau-là, on ne voit pas la communauté internationale à réagir. Comme si ces régimes avaient un blanc-seing, c'est-à-dire d'une répression sauvage. Ils pouvaient tuer, pouvaient tricher aux élections, piller leur pays. Et là, la communauté internationale ne fait rien, même quand on arrive à soumettre sa population, mais à des pires exactions. Aucune communauté ne se lève pour condamner cela. C'est quand les soldats ou les militaires prennent leurs responsabilités en main, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'ils ont aussi ce rôle de remettre de l'ordre dans leur pays, que les communautés dites internationales, régionales ou sous-régionales montent au créneau pour condamner. exactement. Donc, j'étais en train d'évoluer. J'ai fini avec
les 3 coups d'État de l'Afrique de l'Ouest, chacun avec ses caractéristiques particulières, mais avec quelque chose en commun, c'est l'accueil de ces coups d'État par les populations respectives des 3 pays en termes de libération, en termes d'accomplissement de leur volonté d'accéder, ou plutôt de mettre de l'ordre, de mettre de l'alternance ou de mettre terme à une mauvaise gouvernance ou à des tentatives de s'accaparer, de s'accrocher éternellement au pouvoir. Alors on arrive au cas du Gabon, il est similaire à celui de la Guinée équatoriale et la situation du Gabon est aussi très particulièrement similaire à celle du Congo, au point où moi, j'ai l'avantage de vivre presque à cheval entre les 2 pays, le Congo et le Gabon, parce que j'ai travaillé au Gabon pendant 10 ans et j'ai créé là-bas des assises familiales qui font que je vis presque à cheval entre les 2 pays. Donc, je connais aussi bien les réalités du Gabon que celles du Congo et j'ai pris l'habitude de les appeler comme des pays jumeaux. Alors, le cas du Gabon. Depuis Bongo père jusqu'à Bongo fils, il a été prouvé qu'ils n'ont jamais gagné des élections démocratiques organisées, soi-disant démocratiquement. Sinon, par tricherie, par manœuvre en se servant des organes chargés d'organiser des élections qui relèvent des partis uniques, au Gabon comme au Congo. Au Gabon, c'est le PDG qui manigance tout. C'est les gens du PDG qui nomment le président de l'organe chargé de l'organisation des élections. La présidente de la Cour constitutionnelle est là depuis qu'on a créé cette Cour constitutionnelle jusqu'à ce coup d'État. Ça fait 32 ans. C'est la même personne qui gérait, qui dirigeait la Cour constitutionnelle et éminente personnalité du PDG. Alors, donc, ces coups d'État, plutôt ces élections ont toujours été truquées, gagnées, même quand ils n'ont pas gagné. Et le peuple connaît les vrais gagnants de ces élections. Il y a eu Mba Bessol dans les années 2000, après les conférences nationales. Il y a eu Mambundu qui a gagné 2 fois. Tout le peuple savait que c'était eux qui gagnaient, mais on proclamait Bongo toujours gagnant. Bongo meurt, c'est son fils qui le remplace. Là, il y a un autre aspect, la dynastie, le pouvoir dynastique. Et le fils arrive en 2009, c'est Mba Obam qui avait gagné l'élection et Bongo Ali a usurpé. En 2016, c'est Jean Ping qui a gagné l'élection. Ali Bongo a arraché la victoire. Et là, il y a eu une répression cinglante avec beaucoup de morts. En 2009 aussi, contre Mba Obam, il y avait eu une répression, mais celle contre Jean Ping était la plus violente, la plus barbare. Mais cette fois-ci, il y avait 2 choses. Où on se disait que les Gabonais ne vont plus voter. D'ailleurs, le taux d'abstention était très, très, très élevé, plus de 50% d'abstention. Mais malgré tout, ceux qui sont allés voter ont massivement voté pour le candidat de l'opposition, surtout lorsque l'Alliance 23, qui était une coalition des plus grandes formations politiques de l'opposition, a décidé de désigner un candidat consensuel à 1 semaine de l'élection. C'est là où réellement le peuple s'est motivé pour aller voter, pour tenter cette fois-ci de mettre un terme au régime dynastique des Bongo, qui de plus, un autre facteur pour le cas du Gabon, Bongo qui était très diminué suite à ces 2 AVC successifs et qui devenait l'objet de l'humiliation du peuple gabonais et même de nous tous africains. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu en France, comment il descendait de la voiture, il devait être soutenu pour aller rencontrer ses homologues. Avec Macron,
On l'a vu qui était presque soutenu par Macron. Il suffisait que Macron fasse un petit geste, il s'écroulait. Ça devenait la honte de tous les Gabonais. Mais malgré tout, le PDG, tout comme au Congo, un vieux parti légendaire, ne pouvait pas trouver même un autre candidat que de présenter encore Ali, qui était très affaibli, en plus d'un mandat, plutôt d'un mandat négatif, sur 117 promesses de campagne, l'évaluation faite, il n'avait réalisé que 13. 13 promesses sur 117. Comment on pouvait le réélire? Alors donc, arrivons maintenant au renversement de ce régime. Est-ce que si les soldats n'avaient pas pris leurs responsabilités, vous pensez que Bongo serait parti, Ali Bongo? Non, ce qui est sûr, et c'est là où les peuples, c'est pour ça qui explique la joie, la grande joie de la population, ce qui est sûr, c'est que la population était prête à se soulever malgré le souvenir des violences de 2016. Les populations étaient prêtes à se soulever encore pour contester une moindre proclamation de l'élection d'Ali Bongo, parce que tout le monde était sûr. D'ailleurs, avant, il y avait une chanson qui est devenue légendaire au Gabon. Ali Bongo est mort, chassons le PDG. Donc, c'était chasser le PDG avec Ali Bongo. Alors, si seulement ils avaient proclamé, disons, ils l'ont proclamé à quelle heure? À 4 heures du matin, parce que tout le monde attendait, mais ils ont choisi de proclamer à 4 heures du matin pour surprendre les populations. Entre-temps, ils devaient donc mettre leur dispositif de répression pour que dès le matin, si les populations se soulevaient, on les matait. Et c'est là où les militaires, cette fois-ci, qui étaient au courant de la manœuvre, cette fois-ci au moins, on pensait qu'il fallait éviter au peuple un nouveau supplice, un carnage contre le peuple. Et cette fois-ci, ils ont choisi de soutenir, d'accompagner le peuple, mais en l'évitant d'aller dans la rue, ils ont anticipé par le coup d'État. Alors, ce Mais moment-là après, aussi. une question s'est posée. Oui, les soldats ont pris leurs responsabilités, mais certains attendaient que, après avoir pris ces responsabilités, qu'ils remettent tout de même le pouvoir à celui qui venait de gagner les élections. Oui, ça, c'est une autre paire de manches. Effectivement, ces interrogations existent, persistent même. Il y a eu quelques explications, puisque le tenant du coup d'État a pris le soin de rencontrer toutes les catégories des forces vives pour expliquer pourquoi ils sont arrivés au coup d'État et qu'est-ce qu'ils entendaient faire. Ils ont expliqué ça par le fait qu'il y avait déjà eu beaucoup de tripatouillage des institutions, la Constitution, les lois électorales, mais surtout la raison la plus plausible qu'ils ont avancée ou la plus tenable, c'était de dire que on ne pouvait pas proclamer, ce n'était pas leur mission de proclamer les élections, parce que c'est l'organe chargé de l'organisation des élections avait les résultats qui étaient déjà tronqués. Et même si on prenait ces urnes, il était probable qu'on trouve les résultats déjà tronqués. Comment pouvaient-ils reconstituer les vrais votes alors qu'il y avait déjà des jours qui étaient passés et les urnes étaient aux mains de ceux qui avaient la mission de les truquer? Donc, ce n'était pas évident. Et ensuite, ils se sont dit que ce n'était pas leur mission. Et ils ont donc pris plutôt l'option d'annuler, de remettre toutes les institutions à plat et de renvoyer les gens à une nouvelle élection sur de nouvelles bases. Et quelles sont donc actuellement les chances de réussite de cette transition gabonaise, selon vous? Bon, je peux dire que ça dépend de ce qu'on va entendre par réussite. Si la réussite, c'est d'abord que la transition se passe dans le calme, dans la paix. Déjà, le coup d'État s'est passé sans effusion de sang.
Et si cette transition se termine sans effusion et sans d'autres mouvements sociaux et qu'on arrive à organiser un référendum, doter le Gabon d'une nouvelle constitution dont ils ont déjà annoncé qu'elle va s'inspirer de la constitution de 2011 avec quelques amendements parce qu'elle était déjà plusieurs fois patouillée par le pouvoir Bongo. Donc, ils vont repartir sur la base de cette constitution qui était la plus acceptée par les Gabonais. Si ensuite on met en place une nouvelle loi électorale, un nouvel organe paritaire pour l'organisation des élections où tout le monde est représenté pour garantir la transparence, on pourra dire que les nouvelles élections se passent dans le calme, dans la quiétude, que le gagnant ou le perdant reconnaisse qu'il a perdu. À ce moment-là, on pourra dire que la transition aura réussi. Maintenant, au stade actuel, ça c'est mon analyse personnelle, il y a déjà comme une inquiétude, c'est que le président de la transition, dans la charte de transition qu'ils ont élaborée, qu'on a découverte ou qui a été rendue publique après la prestation de serment, il apparaît que tous les autres responsables dans des institutions de la transition ne seront pas autorisés à se présenter à l'élection présidentielle. Par contre, le président de la transition, c'est un vide, on n'a rien dit, ce qui laisse sous-entendre que lui, il pourra être candidat à l'élection présidentielle. Et en ce moment-là, alors qu'on pensait que les militaires vont jouer le jeu jusqu'au bout en gardant une position de neutralité, la neutralité risque d'être compromise et on craint que la transparence aussi. Voilà, au stade actuel, la préoccupation qui apparaît à mon niveau. Espérons bien que cette fois-là, c'est la population gabonaise elle-même qui prendra donc ses responsabilités. Alors, un invité nous disait sur ce même plateau, notamment Guy Mafimba Motoki, opposant congolais résidant en France, que Libreville et Brazzaville étaient des régimes siamois. Vous l'avez même rappelé tout à l'heure. Après Libreville, peut-on penser que la fin du régime de Brazzaville serait également imminente? Bien, avant de parler de la situation du Congo, j'aimerais quand même revenir avec quelques mots sur l'attitude de ce qu'on appelle la communauté internationale et plus particulièrement sur l'attitude de l'Union africaine en tant qu'organisation régionale et les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest, la CEAC et la CEMAC pour l'Afrique centrale. C'est quand même un fait important. C'est bien vrai qu'on veut que les pays se démocratisent et que la démocratie est synonyme d'élection. Mais la réalité que nous vivons, c'est depuis que nos pays se sont engagés sur cette voie de la démocratie, on a l'impression que la démocratie est réduite seulement au fait d'organiser les élections sans tenir compte de la qualité de ces élections. Comment c'est organisé, comment c'est géré, comment c'est programmé, est-ce qu'il y a la transparence? Quand bien même les observateurs de ces organisations internationales qui ont assisté à ces élections ont souvent produit des rapports parfois biaisés, parfois reflétant la réalité des manquements observés, mais malgré tout, on cautionne les résultats tronqués. Ça, c'est déjà un fait grave. Et lorsque il y a maintenant des cas d'interruption de ces pouvoirs, soit parce qu'il y a abus, violation de constitution, tentative de briguer des mandats au-delà de ce qui est autorisé, là aussi les organisations n'interviennent pas. Je parlais du cas de la Guinée tout à l'heure, mais il y a eu le cas de la Côte d'Ivoire qui
après avoir épuisé ses 2 mandats, voilà Alassane Ouattara, qui a d'abord dit qu'il ne se représentait plus, il a fait ses mandats, ça suffit, et qui fait une pirouette parce que, selon lui, le candidat qu'il avait pressenti pour le succéder est mort et il doit se présenter. Comme si, en Côte d'Ivoire, en dehors de lui, il n'y avait plus personne dans son parti. Alors ça, ni la CEDEAO, ni l'UEMOA, ni l'Union africaine, ni la communauté internationale, personne n'a intervenu. On a vu au Sénégal dernièrement une vague de répression contre un opposant. Et finalement, on a abusé des services judiciaires pour le mettre en prison au fin de lui interdire de devenir candidat. Là aussi, il y a eu des morts au Sénégal. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Ce n'est pas fini cet épisode. Là aussi, la CEDEAO, l'UEMOA, la communauté internationale n'interviennent pas. Au Gabon, je l'ai dit, il y a eu ces élections truquées successives. Il n'y a pas eu la communauté, ni la CEDEAO, ni la CAC, ni la CEMAC, ni l'Union européenne, personne n'a intervenu, ni la francophonie. Alors ça, c'est quand même un problème. Et maintenant, pour revenir au cas du Congo, oui, tout le monde pense, on l'a dit, que la situation, on dit les mêmes causes produisant les mêmes effets. La situation du Gabon est vraiment identique à plusieurs points de vue à celle du Congo. La longévité au pouvoir. Chez Bongo, il est allé jusqu'à pratiquement 40 ans. Ensuite, son fils a fait 14 ans et voulait briguer encore un autre mandat. La gestion familiale et clanique est au Gabon, elle est présente chez nous. Le PDG, parti au pouvoir, parti majoritaire, s'arroge tout et au plan même de la gestion de l'État, les autres cadres, les autres personnes, citoyens, quelles que soient leurs compétences, sont délaissés parce qu'il faut soit être au PDG, soit être membre de la famille ou des clans. Et c'est la même chose ici au Congo. Si on n'est pas au PCT, mais on n'a pas droit à un poste de responsabilité. Et mieux, sauf si on est du clan du président. On a des grands postes ici. La plupart des grands postes des directions générales dans les institutions, surtout financières, que ce soit le budget, que ce soit le trésor, que ce soit les impôts, les ministères, si on va regarder, l'armée, les hauts gradés dans l'armée, il faut qu'on soit du clan. Sinon, il faut être au PCT. Mais ça, ce sont des choses qui créent des frustrations et sans compter, bien sûr, la répression, les crimes de sang, les crimes rituels. Donc, on en trouve au Congo, on en trouve au Gabon. Et c'est ça qui a exaspéré la population. C'est ça qui, en plus, le détournement des fonds publics, pendant que le peuple croupit dans la misère, alors que les pays ont beaucoup d'argent avec le pétrole. Le Gabon a le bois, le pétrole, le manganèse et autres minéraux qui sortent du Gabon tous les jours. Mais les Gabonais sont pauvres, sont misérables. Entre-temps, même les retraités là-bas étaient mieux que ceux du Congo, mais maintenant, à la faveur de la dernière campagne électorale, il est apparu que même les retraités aussi au Gabon aujourd'hui ont des problèmes de perception de leur pension. Oui, mais pendant qu'on parle du Gabon et du Congo, il y a quand même un fait qui nécessite une petite analyse, c'est que quand il y a eu le renversement du régime Bongo, la CEMAC s'est réunie, mais bien avant de se réunir, on a suivi Brazzaville était parmi ceux qui ont condamné ce renversement, alors qu'on sait bien que
Denis Sassou Nguesso lui-même est là depuis 1997 par coup d'État militaire. Très sanglant en plus, on parle de plus de 10% de la population congolaise qui avait été décimée. Et il s'y maintient par coup d'État permanent. Depuis là, il a confisqué l'alternance politique. Voilà. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est crédible dans ce genre de médiation? Mais il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso. Ce sont des bossus qui ne voient pas leur boss, que ce soit Obiang Nguema, que ce soit Paul Mbiya. Peut-être que Paul Mbiya n'a pas fait un coup d'État, mais quand même, il y a eu quelque chose de pas très clair entre lui et Ahidjo. Mais ils ont quelque chose d'abord en commun, c'est la longévité. Ensuite, il y a des coups d'État. Si ce n'est pas militaire, c'est électoraux. Au Gabon, ce sont des coups d'État électoraux. Au Cameroun, il y a eu une situation de complot avec Ahidjo pour que Biya arrive. Et il est arrivé, il s'est éternisé jusqu'à aujourd'hui. En Guinée équatoriale, c'était un coup d'État de Mathias Nguema contre son oncle. Et il y est resté jusqu'à aujourd'hui avec déjà en perspective sa succession par son fils. Et ici au Congo, on est arrivé par coup d'État 97, plutôt 79, ensuite 97 et aujourd'hui, et puis modification de la Constitution en 2015, et maintenant aussi on parle de succession. 2026 arrive. Quand on parle, pardon, lorsqu'on parle du Congo-Brazzaville, c'est aussi la corruption généralisée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les détournements massifs des deniers publics, instrumentalisation de la justice. Le Congo-Brazzaville a des prisonniers politiques, il faut le rappeler. C'est le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa, tous deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Mais il y a aussi des jeunes dont on ne parle pas assez, les jeunes qui avaient été arrêtés en 2015, bien sûr, pour des raisons d'opinion. Malgré tout ce climat morose, le gouvernement congolais, donc par son ministre Anatole Kouliné-Makosso, vous avez semblé déjà aborder la question, faisait savoir ou a fait savoir travailler pour, bien sûr, la pérennisation de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Il parlait des élections de 2026, donc les élections présidentielles à venir. Que vous inspire un tel comportement politique? C'est la même logique, Christian Perrin, de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, mais le pouvoir pour s'enrichir, le pouvoir pour la gestion clanique, le pouvoir pour les détournements de fonds, l'enrichissement au détriment de la population. Et ça, c'est ce qui a créé les mécontentements, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Gabon. C'est pourquoi tout à l'heure on disait, et d'ailleurs dans le commun des Congolais ou le commun des Africains de l'Afrique centrale disent, c'est déjà arrivé en Afrique centrale, ça doit arriver au Congo, ça doit arriver en Guinée, ça doit arriver au Cameroun. C'est ce que le commun des Congolais dit. Bon, ce n'est pas par hasard, comme je l'ai dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il est légitime, il est juste que les gens pensent que le Congo ne peut pas échapper à ce mouvement. Maintenant, qu'il soit le prochain ou l'avant-dernier ou le dernier, mais ça finira par arriver. C'est un mouvement, on peut dire, inexorablement irréversible. C'est-à-dire on est arrivé à une fin de cycle des régimes despotiques, des régimes autocratiques et des régimes qui se veulent dynastiques. C'est la fin, le temps a été donné et je crois que personne ne va pouvoir l'arrêter. On peut le retarder, on peut résister, mais on finira par subir, ça finira par s'accomplir parce qu'aucun régime ne dure éternellement, surtout lorsque c'est une dictature.
Oui, mais le Congo-Brazzaville, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la haute trahison, hein, la cession des terres congolaises à Paul Kagame, même pas au Rwanda, parce que finalement, les accords ont été passés avec le parti de Paul Kagame, sinon son entreprise. Euh, voilà, Crystal Venture, c'est comme ça qu'on appelle ça, en violation, tout le monde le sait, hein, de la constitution congolaise. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré tous ces crimes, malgré tout cela, que les Congolais demeurent silencieux? Sinon, en d'autres termes, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso peut encore faire pour que finalement les Congolais disent stop à ce régime? Bon, c'est une très grande question, une réflexion qui s'impose à tous les Congolais en général, notamment ceux qui souffrent, ceux qui sont les grandes victimes de cette situation, de cet appauvrissement, de cette misère qui leur est infligée par les dirigeants, pas parce qu'ils manquent les moyens, mais c'est parce que les dirigeants, comme dit souvent mon grand frère Clément Mirassa, ont choisi d'appauvrir et de faire souffrir leur peuple. Donc, la réflexion s'impose aux politiciens, aux hommes politiques, les chefs des partis, comme nous, et c'est ce que nous avons choisi de faire, de dénoncer, de donner des chiffres pour que le peuple, parce qu'on dit mon peuple meurt par ignorance, mais lorsque le peuple est informé et qu'il reste passif, à ce moment-là, on ne peut plus trop accuser les politiques parce que c'est le peuple qui est le souverain. Et on met ces informations à la disposition du peuple. Bon. Ensuite, on interpelle aussi les élites intellectuelles qui, même s'ils ne sont pas dans les partis politiques, ils ont aussi ce devoir intellectuel d'éclairer la lanterne de leur peuple en écrivant, en parlant, en faisant des études, en révélant ce qu'ils connaissent que le peuple ne connaît pas. Il y a les confessions religieuses, il y a les organisations de la société civile. Et à cet effet, il convient ici de relever que quand nous, en tant que politiques et en tant que citoyens, avons lancé la pétition pour dénoncer ces actes de crimes économiques barbares, c'était pour éveiller la conscience du peuple. Et on interpellait en cette occasion la société civile qui a réagi positivement. Il y a déjà une première plainte, comme vous savez, on en a déjà parlé. Il y a une deuxième. Évidemment, Jean-Pierre Anyangoy, pendant que vous abordez la question, puisque nous en parlons déjà, des crimes financiers, venons-en donc à la plainte telle que vous l'avez déjà amorcée, la plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement ou dilapidation de 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures, environ 25 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. La plainte a été déposée donc par la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps. C'est depuis le 31 juillet, je juillet, pense, hein, et ça 2023. fait un peu plus d'un mois déjà. Plus d'un mois. Quelle est la suite sur cette plainte? Qu'est-ce que la justice congolaise a pu Bon, faire? nous restons très attentifs à l'évolution de ce dossier et nous interrogeons à chaque instant les compatriotes de la société civile qui ont initié cette plainte. Il a fallu qu'ils aient des avocats qui vont pour se constituer partie civile. C'est désormais chose faite, sauf que c'était la période des vacances judiciaires et la rentrée judiciaire va avoir lieu à partir du 15 septembre, donc dans quelques jours. Et nous pensons que dans la deuxième quinzaine du mois en cours, les avocats vont prendre le relais pour suivre ce dossier auprès des services judiciaires. Et en même temps, la deuxième plainte va suivre sur la question, d'autres questions qui ont été identifiées
et je m'abstiens de les énoncer. Mais nous avons vu également la haute autorité de lutte contre la corruption au Congo, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, faire campagne de lutte contre la corruption dans le pôle, c'est bien ça. Est-ce que cette commission ou cette haute autorité a été saisie pour cette plainte plutôt, et quelle est son implication dans cette démarche? Bon, cette haute cour, qu'on l'appelle haute ou basse ou moyenne, je ne sais pas, de lutte contre la corruption, c'est encore de la diversion. Ils ont fait des campagnes ici à Brazzaville, dans les administrations. Ils ont été, soi-disant, à Kinkala faire la campagne, mais ils n'ignorent pas les faits. Est-ce qu'ils ont besoin de faire la campagne pour sensibiliser? Ceux qui vont sensibiliser là-bas à Kinkala, les voleurs ne sont pas là-bas. Ceux qui vous détournent sont ici à Brazzaville, dans les ministères, dans les régies financières. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Kinkala? Et pour ensuite encore égrener encore quelques fonds publics pour se donner des frais de mission pour rien. Ils savent bien où sont. Nous, quand on a fait la pétition, on les a saisis. On est allé porter cette pétition dans leur bureau. Moi-même, j'étais avec cette pétition en main propre, avec un autre collègue, pour aller leur déposer. On attendait même qu'ils nous appellent pour nous soutenir ou pour demander les informations, les dossiers que nous avions, mais jamais. Ils nous ont jamais appelés. Donc, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est de la diversion, c'est des structures concrètes pour distribuer la rente pétrolière, c'est tout. Alors, Jean-Pierre Anyangoy, on va terminer par l'avis de votre parti. Je disais que vous êtes président du Parti du Peuple, le PAP. Qu'en est-il concrètement à la date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait? Comment se prépare ce parti? Est-ce que on est déjà dans la fièvre, comme a dit le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, des présidentielles de 2026, c'est ça? 2026, bien que quand on parle même de 2026, le parti... C'est loin, non? C'est pas loin, au contraire. C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est pour cela que le parti s'est allié avec deux autres partis et on souhaitait voir les autres qu'on fasse une coalition pour nous préparer à affronter le PCT, les alliés en 2026, en espérant, si seulement, on va arriver à 2026. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec tout ce qu'on connaît, dont on venait de parler. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à 2026? Le peuple va toujours attendre et tous les citoyens épris de paix, choqués par ces scandales, affamés, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que nous sommes maîtres, nous allons toujours, le pouvoir va toujours contenir ce peuple jusqu'à 2026? Bref, en supposant, puisque nous ne voulons pas par là faire l'apologie des coups d'État, sauf qu'on dit, si le coup d'État s'impose, comme la révolte des ventres affamés peut s'imposer, nous ne dirons pas non parce que la situation a trop perduré et elle ne fait que s'aggraver. Bref, le pape travaille avec les autres, se rapproche toujours des autres. Déjà dans le cas de l'Alliance pour 2026, nous travaillons, nous envisageons déjà des descentes dans les arrondissements pour commencer à sensibiliser l'opinion, prendre langue avec la population. Et ce sera aussi l'occasion de tester, comme ils disent souvent que quand on les condamne, plutôt on les dénonce sur les vols, ils disent on n'a jamais porté plainte. Et quand on dit qu'il y a la répression qui empêche les opposants de travailler, on dit vous n'avez jamais, vous manquez d'initiative. Nous, on va prendre des initiatives. On est en train de prendre les initiatives pour voir si on va nous permettre de nous réunir librement, de prendre librement langue avec la population pour parler de la situation du pays en général et de préparer les élections de 2026 à condition qu'on change les règles du jeu,
qu'on attaque tout ce qui concourt à favoriser la manipulation des résultats, à savoir plutôt la CENI chargée de l'organisation des élections, qui est accaparée par le PCT et le gouvernement du PCT, avec à sa tête la même personne qui est président de la CNI, oui, président de la Cour la suprême. Cour constitutionnelle, c'est lui qui prononce les résultats, c'est lui qui les valide et il est membre du comité central du PCT. Alors, vous vous attendez à quoi? Donc, nous pensons qu'il faut attaquer ces problèmes dès maintenant pour créer un rapport de force, pour les changer. Et ensuite, tout ce qui va suivre, les textes, le corps électoral, il faut le revoir. Qu'il y ait une commission chargée de l'organisation des élections qui soit paritaire, réellement indépendante. Celle d'aujourd'hui dépend du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est qui? C'est un membre du bureau politique du PCT. Donc, nous voulons, quand nous parlons de 2026, ce n'est pas aller pour participer à ces élections dans les mêmes conditions que celles qu'on connaît. Mais il faut d'abord, en amont, se battre pour changer ces conditions. Et en ce moment, nous disons aux autres membres de l'opposition, il ne faut pas qu'on donne le prétexte. Si on réussit à changer ça, il n'y aura pas de raison de dire allons à l'élection. Et si on va à l'élection et qu'on gagne, et qu'on refuse de proclamer les résultats des urnes, comme cela est arrivé en 2016, alors peut-être que ça sera aussi l'occasion pour les Congolais de revendiquer leurs résultats comme les amis du Gabon. Est-ce que c'est aussi là un appel que vous lancez à ces communautés dites, en fait, la communauté internationale, régionale ou sous-régionale, pour dire attention, ici ça marche pas, voici ce qui se passe, et nous demandons que, par exemple, les conditions d'organisation des élections soient revues. Alors là, on vous appelle à regarder, parce que sinon, si ce n'est pas fait, ce qui va arriver, ne venez plus nous dire que voilà, il faut respecter. C'est tout à fait cela. Pour te confirmer ça, quand nous nous sommes mis en constituer, la première des choses qu'on a faites, on a écrit au ministère de l'Intérieur, on a écrit au Conseil national du dialogue national, on a écrit au comité de suivi des décisions, des concertations rituelles qu'ils font avant les élections, pour leur dire, nous pensons qu'au lieu d'attendre la veille des élections pour organiser des concertations simulacres, c'est maintenant que nous devons nous asseoir, regarder tout ce qui concerne l'organisation des élections, les bulletins ou le vote électronique, le recoupage électoral, en fait, tout ce qui concerne l'organisation des élections depuis le début jusqu'à la proclamation. C'est maintenant qu'il faut le regarder. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez dit 2026, c'est loin. Non, c'est pas loin. C'est maintenant qu'il faut préparer tout ça en même temps qu'il faut prendre contact avec le peuple pour faire connaître ce que nous voulons, ce que nous pensons, y compris les projets de société, mais surtout comment attaquer cette élection ou ces prochaines échéances électorales. Parce que ce qui vient de se passer avec les sénatoriales, c'est le bouclage, la clôture du processus initié en 2021, où tout était pipé. Le PCT s'arroge 85% des sénateurs. À l'Assemblée, je crois qu'ils ont plus ou moins le même pourcentage. Donc, vous avez une Assemblée, un Parlement monocolore. Et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent changer tout. Et tout ce que le gouvernement fait passe comme des boîtes à la lettre, malheureusement pas pour le peuple, parce qu'on ne voit pas l'impact. Sinon, les mesures d'ajustement structurel avec le FMI qui viennent pour dégrader davantage le pouvoir d'achat des populations. Et on nous explique, je reviens,
encore sur ce mensonge du Premier ministre qui disait qu'on augmentait l'essence parce que nous étions le pays qui vendait l'essence le moins cher dans la sous-région. Je l'ai dit dernièrement, j'étais en Guinée équatoriale. Là-bas, le carburant l'essence est à 495, le gasoil à 485. Au Cameroun, il est à moins de 700. Ou encore où j'ai demandé, au Gabon, où j'étais aussi, il est à 585 l'essence. Donc, nous ne sommes même pas les moins chers. Au contraire, on est les plus chers. Donc, je voudrais quand même conclure en disant ceci, que les peuples ont besoin de liberté, tous les peuples du monde, et le peuple congolais n'est pas en marge. Les mouvements qu'on est en train de vivre en Afrique de l'Ouest et qui vient de s'étendre en Afrique centrale, c'est l'expression de cette volonté, de cette aspiration des populations à la liberté, à plus de justice, à des meilleures conditions de vie. Et ensuite, que ces événements marquent la fin des régimes autoritaires, autocratiques, des dictatures et surtout de la tendance à la dynastinalisation des pouvoirs. Et que ça va forcément arriver chez nous et partout dans la sous-région où les mêmes causes ont produit déjà les effets que nous connaissons. On peut retarder, on peut résister, on peut refuser d'être le prochain, mais on finira par être l'avant-dernier ou le dernier, c'est-à-dire que ça arrivera. Par contre, ce qu'il faut faire dans le cas de notre pays, sans faire l'apologie des coups d'État, je dis, chez nous, on a quand même un problème qui peut-être ne nous garantit pas qu'on va passer par le même chemin comme les autres, mais on peut peut-être avoir un autre chemin. Parce que notre armée est-elle vraiment républicaine? Il me semble que notre armée a longtemps perdu son caractère républicain par la tribalisation des recrutements, des nominations aux postes de gradés. Dans les administrations, il y a plein d'injustices, il y a des frustrations. On a eu des cas, des crimes de sang, des crimes économiques, des crimes financiers, des injustices de tout genre. Et ça fait que la voie du coup d'État peut être peut-être très compliquée à réaliser chez nous, comme dans les mêmes conditions, parce qu'on a vu, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée et au Gabon, il n'y a pas tellement eu de sang. Est-ce que chez nous, notre armée va être capable aujourd'hui, dans son contexte, avec toutes ces frustrations, tous ces conflits, est-ce que ça pourra permettre qu'un coup d'État se passe chez nous dans le calme, sans effusion de sang? Ça, c'est une question. Mais si c'est le prix à payer, puisqu'on dit qu'on ne fait pas les œufs, plutôt on ne mange pas les omelettes sans casser les œufs, peut-être que ça sera le sacrifice à payer. Mais là, j'interpelle aussi bien les dirigeants actuels, en premier lieu ceux du PCT du gouvernement, qui sont au pouvoir. On dit gouverner, c'est prévoir. Et quand on s'est trompé, il y a un adage de chez nous qui dit, vous allez en forêt, vous vous trompez, il faut faire marche arrière, revenir jusqu'au dernier carrefour pour essayer de retrouver le chemin. Dans le cas de notre pays, dans notre marche en quête de la démocratie et du développement, le dernier carrefour, c'était la conférence nationale souveraine qui avait balisé le chemin de la démocratie
et du développement dans la paix. Nous nous sommes égarés et le chemin qu'on a pris qui nous a égarés, c'est la guerre de 1997 qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est au sortir de la guerre que l'État a perdu ses repères, y compris jusque dans l'armée, dans tous les secteurs d'activité. Donc, il faut se rendre compte de ça et se ressaisir et revenir au carrefour de la conférence nationale pour voir si on ne peut pas corriger ce qu'on a manqué de faire et repartir sur de nouvelles bases. Ne pas le faire, c'est donc laisser libre cours au peuple, aux autres forces qui ne sont pas au pouvoir, de s'organiser autrement pour mettre fin à la situation actuelle et créer le changement. Aux autres membres de l'opposition, partis de l'opposition, je dis, il ne suffit pas de dire le vent a soufflé, le vent souffle et que ce régime va tomber comme un fruit mûr. Ce n'est pas aussi évident. Nous avons l'obligation de nous organiser, de nous resserrer les rangs et de créer une dynamique capable d'affronter ce régime et de l'amener à s'asseoir éventuellement pour qu'ensemble, nous pensions comment redresser ce pays, comme dans le cas du Gabon, c'est un coup d'État, mais ils ont fait le coup d'État, ils n'ont pas tué, mais ils disent, on va mettre tout à plat et on va repartir sur de nouvelles bases. Mais on peut aussi se mettre ensemble et faire table rase de ce qui peut être fait, parce que pardonner, ce n'est pas oublier. En Afrique du Sud, il y a eu des crimes, il y a eu l'apartheid, mais avant de repartir, les gens se sont retrouvés, ils ont mis en place une commission vérité et réconciliation. Voilà, donc là, c'est une interpellation aux politiques qui ne sont pas du côté des dirigeants. Si on ne se retrouve pas, si on ne se concerte pas, si on ne peut pas faire un front uni et fort, ce régime a encore du temps. Au lieu d'être le prochain, il sera peut-être le dernier et nous sommes encore condamnés à attendre que lui-même il tombe par le vent et non pas par notre action. Et le même appel, je lance aux autres forces vives de la nation, à savoir la société civile, les élites intellectuelles, les confessions religieuses, y compris les élites militaires de notre pays. On doit réfléchir sur ce qui arrive ailleurs. Il ne faut pas toujours dire que ça arrive ailleurs, ça n'arrivera pas chez nous. Et si ça arrive de chez nous, comment devons-nous gérer cela au mieux de notre peuple? Voilà, c'est mon dernier mot. Merci Jean-Pierre Anyangoy. Je rappelle que vous êtes président du Parti du Peuple. Merci d'avoir été avec nous, surtout de votre disponibilité. Évidemment, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, je vais simplement rappeler, puisque tout à l'heure on a dit, si les soldats ou les militaires ne prennent pas leurs responsabilités, évidemment, la population va peut-être s'en charger elle-même. Et c'est pour juste rappeler l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui stipule, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Pardon, Christian Perret, je compléterai par cette phrase de Thomas Sankara aussi célèbre, ça c'est pour interpeller notre peuple. Oui, je vous en prie. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'espère que les Congolais vont intérioriser cela. Merci et c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.
En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, hein, liker en cliquant sur ce petit pouce en l'air et puis partager massivement cette émission. Vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Ensuite, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Au Mais revoir. d'ici là, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Merci.